The stock market has set 46 all-time highs, and this last Friday, which is called Black Friday, was the biggest ever online sales that there's ever been by a lot. More Americans are working today than at any time in the history of our country. I mean, these are the facts we have to get out. And, you know, there's this fake narrative that the Democrats talk about, affordability. They just say the word. It doesn't mean anything to anybody. You just say it. Affordability. I inherited the worst inflation in history. There was no affordability. Nobody could afford anything. The prices were massively high. Do you remember when we took over eggs? You did a great job on that, Madam Secretary. Agriculture, Brooke. Les gouvernements alliés n'ont pas pour habitude d'imposer des sanctions aux dirigeants des nations démocratiques. Lorsqu'ils le font, c'est parce que quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Le matin du 5 décembre, peu avant l'ouverture des marchés à New York, 4 capitales alliées ont annoncé simultanément une mesure sans précédent dans l'histoire récente des relations internationales. L'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont publié dans des communiqués parallèles un ensemble coordonné de sanctions appliquées directement au président des États-Unis, aux membres de son administration et aux entreprises ayant des liens formels avec son empire financier. Les sanctions comprennent le gel des avoirs, des restrictions de voyage et le blocage des transactions financières dans les juridictions sous le contrôle de ces gouvernements. Cette décision ne visait pas une politique isolée ou un différend commercial ponctuel, mais était fondée, selon les documents officiels, sur des preuves accumulées de corruption transnationale, d'obstruction institutionnelle et de risques directs pour l'intégrité démocratique au sein même du système occidental. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En traitant la présidence américaine avec les mêmes instruments traditionnellement réservés aux régimes autoritaires ou instables, les Alliés ont rompu un accord tacite de confiance qui soutenait l'axe politique de l'après-guerre. Bien que le langage des communiqués ait préservé la formalité diplomatique attendue dans ce type d'action, le symbolisme de la mesure a été immédiatement perçu. Le contenu technique des sanctions, en soi, aurait déjà eu des conséquences financières importantes. Mais le tournant décisif réside dans le message institutionnel. Pour la première fois depuis la consolidation du système d'alliance multilatérale de l'Occident, des partenaires historiques ont commencé à considérer la présidence américaine comme un facteur de risque structurel. Selon les informations obtenues par les agences internationales au cours de cette semaine, le processus qui a abouti à cette décision avait commencé plusieurs mois auparavant avec des réunions entre les services de renseignement et les représentants des ministères des Affaires étrangères des 4 pays. Ces réunions, initialement axées sur l'échange d'informations sur les mouvements financiers atypiques, ont évolué vers une évaluation conjointe de la faisabilité d'actions coordonnées face à la perception que les mécanismes internes des États-Unis ne fonctionnaient plus efficacement face à des dénonciations systématiques. Un point central de l'évaluation des Alliés a été la fuite de documents financiers qui ont circulé dans les médias européens, américains et australiens à la mi-novembre. Selon des enquêtes parallèles, les registres indiquaient un flux continu de fonds d'origine étrangère vers des entreprises directement liées à la structure entrepreneuriale de Donald Trump. Bien qu'une partie de ces transferts ait déjà été suggérée par des enquêtes précédentes, le niveau de détail présenté dans les documents divulgués aurait confirmé les soupçons anciens selon lesquels des gouvernements ayant des intérêts stratégiques contraires effectuaient des opérations financières par des voies indirectes. La réaction initiale des autorités américaines, qui ont discrédité les documents sans présenter d'éléments techniques pour les réfuter, aurait amplifié l'inquiétude à l'étranger. Des diplomates européens, interrogés par le journal britannique The Guardian, ont déclaré qu'à ce moment-là, la confiance dans la capacité des institutions américaines à traiter de manière autonome ces allégations avait commencé à se détériorer de manière irréversible. Selon des sources liées aux services de renseignement alliés, l'événement décisif s'est produit lorsque des interceptions ont révélé la présence d'informations classifiées, initialement partagées entre des agences occidentales, dans les communications internes d'agents russes. Le contenu de ces messages indiquait indirectement que des données confidentielles transmises au gouvernement américain dans le cadre de missions conjointes avaient été divulguées à des tiers de manière non autorisée. Bien qu'il n'y ait pas eu de confirmation officielle de la chaîne exacte de la fuite, le fait que ces informations soient apparues sur des canaux surveillés a conduit les agences étrangères à conclure que leurs opérations étaient compromises.
Une autorité britannique, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que le choix de maintenir des relations formelles sans mesures correctives représentait désormais un risque stratégique réel. À partir de là, la discussion a cessé d'être uniquement diplomatique et a commencé à impliquer les instances de sécurité nationale des 4 pays. La singularité de la situation s'est également reflétée sur les marchés financiers, qui ont réagi par une instabilité dans les heures qui ont suivi l'annonce. Les contrats à terme sur les indices américains ont enregistré une baisse significative, et les monnaies de réserve telles que l'euro et la livre sterling ont momentanément gagné en force par rapport au dollar. Les dirigeants des grandes banques, ayant des activités internationales, ont lancé des consultations juridiques d'urgence afin de comprendre les limites opérationnelles imposées par les nouvelles sanctions, en particulier dans les cas où des entreprises américaines ont des filiales ou des lignes de crédit sur le territoire européen. Au-delà d'un effet direct sur des actifs spécifiques, on a assisté au début d'une révision de la prévisibilité de l'environnement institutionnel américain, un facteur qui, jusqu'à récemment, était considéré comme acquis par les investisseurs et les agences multilatérales. Compte tenu de la complexité et des niveaux institutionnels impliqués, il est d'autant plus nécessaire de suivre les développements avec une analyse continue et une perspective systémique. C'est pourquoi ce canal se consacre à cartographier les mouvements qui façonnent non seulement la conjoncture immédiate, mais aussi les structures qui sous-tendent la politique internationale. Il arrive parfois que ce ne soit pas seulement un acteur qui change, mais la logique même du système. C'est dans ce contexte que le processus de coordination internationale commence à révéler un changement de position plus large parmi les gouvernements alliés. Ce qui était initialement traité comme un cas de surveillance diplomatique est devenu, avec l'accumulation d'indices et la perception d'une paralysie institutionnelle aux États-Unis, un risque transnational. À partir de ce moment, les contacts entre les services de renseignement et les ministères des Affaires étrangères ont évolué vers des instances décisionnelles plus formelles. Des documents, consultés par des médias spécialisés dans la sécurité nationale, tels que le Defense Analytical Journal, indiquent qu'à la mi-septembre, des réunions hebdomadaires avaient déjà lieu entre de hauts fonctionnaires du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, du Canada et d'Australie, afin d'évaluer les alternatives d'une réponse conjointe. L'absence de coopération active de Washington lors de ces réunions, ajoutée à la difficulté d'obtenir des éclaircissements convaincants sur le contenu des fuites financières, a contribué à faire gagner du terrain à la thèse des sanctions coordonnées au sein des structures diplomatiques. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réaction des Alliés a été organisée avec une telle précision logistique. Selon des sources, entendues par la chaîne publique australienne ABC News, l'annonce simultanée des sanctions dans différents fuseaux horaires a impliqué non seulement les ministères des Affaires étrangères, mais aussi une coordination directe entre les chefs de gouvernement et les agences de régulation financière. L'intention n'était pas seulement d'envoyer un signal, mais aussi de provoquer un effet de contention avant que les marchés ne puissent évaluer l'événement sur la base de rumeurs ou d'interprétations fragmentaires. Le niveau de détail opérationnel, y compris les blocages bancaires préprogrammés, les notifications automatiques aux institutions financières et la mise à jour en temps réel des listes de restrictions commerciales, montrent que l'objectif était plus que politique. Il s'agissait de mettre en œuvre une réponse systémique à un comportement qui, selon les documents officiels, menaçait l'intégrité même des démocraties alliées. Un élément central de cette escalade a été l'utilisation par les alliés d'instruments juridiques déjà existants, mais rarement appliqués à l'encontre des dirigeants de démocraties formelles. La législation canadienne sur les mesures spéciales de protection de la sécurité nationale, par exemple, a été invoquée sur la base de passages traitant des menaces émergentes provenant de structures publiques dysfonctionnelles. Dans l'Union européenne, le cadre juridique s'appuyait sur les clauses du mécanisme de protection de l'état de droit, généralement appliquées contre les régimes en proie à une érosion institutionnelle. L'Australie, quant à elle, a utilisé la loi sur l'intégrité extérieure, un dispositif initialement adopté pour lutter contre les ingérences extérieures et la corruption transnationale. En combinant ces instruments, les pays ont établi une base commune pour appliquer des sanctions à l'encontre de citoyens américains, ce qui était jusqu'alors considéré comme politiquement irréalisable. Ce mouvement juridique, coordonné, s'est également reflété dans le discours public des dirigeants alliés. Le Premier ministre canadien a déclaré que cette mesure était nécessaire pour préserver les normes minimales de confiance internationale. Le chancelier allemand a quant à lui affirmé qu'aucune alliance ne survit lorsque les fondements constitutionnels de ses membres s'effondrent. Bien que les discours aient conservé un ton institutionnel, l'alignement rhétorique indique que l'action a été construite sur un consensus
selon lequel le système américain traverse une phase d'exceptionnalité institutionnelle. C'est pourquoi la décision a été précédée de tentatives de pression diplomatique, dont les traces ont commencé à apparaître après l'annonce. Selon une enquête du magazine Der Spiegel, en octobre, des diplomates européens ont adressé au département d'État américain un mémorandum conjoint demandant des éclaircissements sur le traitement réservé aux allégations de corruption impliquant le cabinet présidentiel. Ce document, qui aurait été officiellement ignoré, aurait été considéré comme la dernière tentative de résolution interne avant la mise en œuvre des sanctions. La coordination institutionnelle des alliés a également révélé des changements dans des secteurs historiquement réfractaires aux prises de position politiques explicites. Les agences de renseignement, qui évitent traditionnellement de s'impliquer directement dans les décisions diplomatiques, ont participé activement à l'élaboration du dossier technique qui a servi de base juridique aux mesures. Les analystes du Five Eyes, alliance de coopération entre les agences de renseignement des pays anglophones, ont fourni des rapports détaillés sur les vulnérabilités en matière de sécurité découlant du modèle actuel de relations entre la présidence américaine et les acteurs extérieurs. Ces documents, selon des informations partiellement divulguées par la presse britannique, identifiaient des points de convergence entre les intérêts commerciaux de l'entourage présidentiel et les décisions stratégiques qui affectaient directement les opérations conjointes. Le niveau de détail et le recoupement avec des données financières ont servi de base à la décision de restreindre le flux d'informations sensibles partagées avec les agences américaines, dans un bris de confiance sans précédent depuis la formalisation de l'alliance. À partir de cette analyse, on constate que la structure des alliances construites au cours des dernières décennies commence à fonctionner selon une logique de contention par rapport à ce qui était auparavant considéré comme un centre de coordination. Le renversement est évident. Les États-Unis, traditionnellement l'agent externe des sanctions, sont devenus la cible. Ce changement est opérationnel. Il redéfinit les paramètres de confiance mutuelle entre les démocraties et redessine les limites de la tolérance institutionnelle dans le système international. Bien qu'il n'y ait à ce jour aucune indication de rupture formelle, la combinaison de mesures juridiques, de restrictions financières, de révision de la coopération en matière de renseignement et de remise en question au sein des alliances militaires laisse présager une reconfiguration de grande envergure dont les effets ne peuvent encore être pleinement mesurés. C'est pourquoi cette chaîne s'engage à fournir des analyses continues sur ces processus en prêtant attention aux mouvements qui se produisent dans et hors du champ de vision du public. La compréhension des développements dépend d'un suivi constant, non seulement des moments de crise, mais aussi des signes qui précèdent et suivent chaque inflexion. Alors que les effets diplomatiques de la décision conjointe des pays alliés commencent à se refléter dans le fonctionnement du système international, le débat sur sa signification juridique et institutionnelle se poursuit. Parmi les spécialistes du droit international, différentes interprétations se dégagent. Certains soutiennent que les sanctions constituent un recours légitime, fondé sur des dispositions légales qui autorisent des actions préventives en cas de risque pour la stabilité nationale ou régionale. Une autre tendance met en garde contre les dangers liés à l'utilisation de mesures conçues pour des situations exceptionnelles, telles que les dictatures, à l'encontre de gouvernements élus fonctionnant dans un cadre démocratique. Ce point de tension soulève des questions plus larges sur les limites de l'intervention interétatique, en particulier lorsque la crise se manifeste au sein d'États occupant une position centrale dans l'ordre mondial. Dans le contexte interne des États-Unis d'Amérique, les répercussions politiques des sanctions ont pris des formes différentes dans les trois pouvoirs. Au sein du pouvoir législatif, les parlementaires sont soumis à des pressions de la part de groupes économiques et d'acteurs diplomatiques étrangers. Ce qui a motivé l'ouverture d'audiences préliminaires visant à analyser les impacts financiers des mesures et à cartographier les risques diplomatiques qui en découlent. Malgré cela, le Congrès maintient une position modérée. Aucun projet de changement de politique étrangère n'a été présenté, et la plupart des déclarations publiques évitent d'aborder la question de la confiance internationale dans la figure du président. Selon des informations recueillies par des médias tels que l'agence Politico, les conseillers parlementaires indiquent qu'une éventuelle prise de position plus incisive dépendra de l'aggravation de la situation. Au sein du pouvoir judiciaire, le scénario est marqué par l'incertitude. La possibilité de contester juridiquement les sanctions sur le sol américain n'est pas encore claire, car leur origine est ancrée dans des législations étrangères. Malgré cela, des avocats liés à la présidence discutent de la faisabilité de produire des avis ayant une valeur argumentative pour les débats politiques. Jusqu'à présent, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique reste silencieuse.
ce qui a été interprété par les analystes comme une tentative de préserver son image institutionnelle face à un épisode qui échappe aux contours habituels de la juridiction nationale. Le tableau général révèle donc un vide normatif dans lequel les mécanismes internes sont soumis à des restrictions d'action, tandis que les outils externes prennent le devant de la scène en l'absence de réponses organiques. Cette combinaison d'inertie nationale et d'action étrangère accroît l'incertitude institutionnelle. Dans le secteur du renseignement, des rapports récents indiquent une baisse du volume de données partagées entre les pays membres du groupe, dit Five Eyes, une alliance formée par les États-Unis, d'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Des sources de la presse australienne indiquent que le pacte fait actuellement l'objet d'une réévaluation tactique, face à la crainte d'une compromission de l'intégrité de la coopération. La suspension, même partielle, de l'échange d'informations entre ses alliés pourrait compromettre des opérations dans des domaines sensibles tels que la surveillance technologique, la lutte contre les cellules terroristes et la surveillance stratégique des zones de conflit. Dans le secteur privé, les répercussions se font également sentir rapidement. Les banques d'investissement, les fonds de capital et les chaînes hôtelières liées à des conglomérats associés à l'ancien président font face à des révisions contractuelles et à des blocages ponctuels, en particulier dans les régions soumises à la réglementation européenne. Les cabinets d'avocats spécialisés dans le commerce extérieur signalent une augmentation significative de la demande d'analyse sur les limites légales des transactions avec les entreprises faisant l'objet de sanctions. Selon un reportage de la chaîne CNBC, certaines de ces entreprises sont déjà confrontées à des obstacles opérationnels en Europe occidentale. Il est encore trop tôt pour déterminer si ces restrictions seront durables. Mais la simple perception d'un risque réglementaire a déjà commencé à modifier le comportement des investisseurs institutionnels. Au niveau national, l'impact politique des sanctions divise les opinions. Une partie des analystes estime que cet épisode renforce le discours présidentiel d'antagonisme avec les puissances étrangères, ce qui tend à mobiliser sa base de soutien la plus nationaliste. En revanche, certains soutiennent que l'isolement international nuit à l'image de leadership et affaiblit l'autorité présidentielle face aux acteurs institutionnels stratégiques, y compris au sein de son propre parti. Il n'y a pas encore suffisamment d'éléments pour affirmer laquelle de ces interprétations prévaudra à moyen terme. Ce que l'on peut affirmer avec une relative certitude, c'est que la politique étrangère a repris une place prépondérante dans la formulation des stratégies électorales, alors qu'elle avait pendant des décennies un poids réduit dans la dynamique politique interne des États-Unis d'Amérique. Cette reconfiguration discursive s'accompagne d'un nouveau répertoire analytique parmi les décideurs politiques. Des termes tels que érosion réciproque de la confiance, désalignement normatif entre alliés et exposition institutionnelle transfrontalière apparaissent désormais dans les rapports et les documents officiels. L'utilisation de ces expressions pour décrire l'environnement interne américain représente un tournant sans précédent. Des concepts traditionnellement appliqués aux pays en développement sont désormais utilisés pour évaluer la stabilité institutionnelle de la principale puissance occidentale, ce qui témoigne d'un changement de perspective de la part des secteurs diplomatiques et techniques qui opéraient auparavant selon le principe de la prévisibilité institutionnelle américaine. Dans le domaine académique, la situation a également suscité d'importants débats. Les chercheurs en relations internationales se demandent si cet épisode marque le début d'une nouvelle phase dans le système mondial, caractérisée par une redistribution des sphères de leadership. Certains voient, dans ces sanctions, une tentative concertée de redéfinir le rôle des démocraties occidentales sur la base de modèles d'autorité distribués, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'un seul pôle de commandement. D'autres approches, plus conservatrices, traitent ce cas comme un épisode isolé, résultant d'une combinaison spécifique de facteurs politiques nationaux. Pour l'instant, aucune de ces hypothèses ne peut être vérifiée de manière concluante. Le scénario est encore en pleine évolution. Officiellement, les pays qui ont mené l'adoption des sanctions n'ont pas indiqué de nouvelles mesures immédiates. Cependant, des communiqués récents indiquent clairement que le maintien des restrictions dépendra de la réponse institutionnelle américaine et du comportement des autorités au cours des prochains mois. On s'attend à ce que d'autres nations, telles que le Japon, la Suède et la Nouvelle-Zélande, qui ne font pas encore partie du groupe initial, envisagent d'adhérer à des mesures similaires afin de renforcer leur engagement en faveur des normes fondamentales de la gouvernance démocratique. Les déclarations publiques prudentes faites par les représentants diplomatiques de ces pays au cours des dernières semaines laissent entrevoir un scénario encore instable. On ne sait pas encore si la crise actuelle pourra être absorbée par les mécanismes institutionnels traditionnels.
l'expérience récente suggère que les processus de réponse institutionnelle aux États-Unis ont tendance à se dérouler de manière progressive et fragmentée, en particulier lorsqu'ils impliquent l'intersection entre les décisions judiciaires, les relations internationales et les conflits partisans internes. Pendant ce temps, les organismes multilatéraux réévaluent leur stratégie. Les marchés financiers opèrent en état d'alerte et l'élite politique américaine est confrontée à des dilemmes difficiles à résoudre: concilier ou rompre, reculer ou insister, préserver les alliances ou redéfinir son insertion mondiale. Dans ce contexte de transition encore incertain, il est essentiel de suivre les événements avec rigueur analytique et ampleur interprétative, non pas pour anticiper l'issue, mais pour comprendre les signes d'une possible refonte des relations institutionnelles internationales et de la position américaine au sein de celle-ci.